Cassio avec la tête de Brendan Chardonnay en deux temps. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois avec David Guézenec, Alexis Xaja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 100% ISEF avant cette 6e journée de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven et avec un invité de marque parce qu'il en a marqué des buts justement avec les Pirates. C'était l'un des grands artisans notamment de la montée il y a 14 ans. Nolan Roux sera avec nous. Et pour lui poser des questions, il y aura bien sûr celui qui l'a bien connu lorsque Bruno Grougy lui distribuait des caviars avant de délivrer des consignes. Salut David Guézenec. Bonjour Tom, oui, quelle belle association que ce Grougy-Roux, il en fait de belles au Stade brestois. Et avec nous également celui qui a dû préférer manger de bonnes frites lilloises plutôt que de se coltiner cette nouvelle défaite avant la Coupe d'Europe. Salut Laurent Frétinier. Bonjour Tom, bonjour à tous. Et puis celui qui, s'il assistait à tous les matchs de Brest en Ligue des Champions, eh bien les Pirates seraient toujours invaincus. Salut Alexis Xaja. Salut Tom, salut tout le monde. Messieurs, au menu de 100% ISEF, cette fâcheuse habitude avant la Ligue des Champions, une défaite à Lille et cette solidité défensive perdue. Pourquoi les Pirates coulent-ils si souvent ? L'animation offensive est aussi en panne. On a hâte d'entendre Nolan Roux là-dessus. On fera un point classement. Brest reste 11e, mais ça se resserre derrière avec 6 équipes en 3 points. La zone rouge n'est pas si loin. Et puis focus sur Eindhoven. Que vaut le champion des Pays-Bas ? Et les pronostics, vous en avez l'habitude. Allez, 100% ISEF avant le PSV, pas sans victoire. En tout cas, on l'espère. C'est parti. Ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai. 100% ISEF, toute l'actu du Stade brestois. Je vous parlais de tradition dans l'épisode avant Barcelone. Celle-ci, on ne l'aime vraiment pas et elle perdure avant la Ligue des Champions. Eh bien, Brest ne gagne jamais. Pire, les Pirates perdent souvent 5 fois sur 6. Ce revers 3-1 à Lille, c'est déjà le 8e depuis le début de la saison. Un de plus que toute la saison dernière. C'est aussi la 6e défaite à l'extérieur. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment avec le Stade brestois ? On vous a demandé sur Facebook et sur plus de 500 réponses. Vous êtes 57% à répondre la solidité défensive, 24% les blessés, 14% l'enchaînement des matchs et 5% l'animation offensive. On était plus costaud défensivement l'année dernière et on commettait moins d'erreurs, écrit Nicolas Levent. Fred le Pirate lui répond que les Pirates, justement, avaient surperformé dans ce domaine la saison dernière. On offre trop de cadeaux et on est moins efficace malgré de belles occasions, pense Alain Pilou. Pascal Cariou voit lui une équipe fatiguée avec l'enchaînement des matchs. Laurent, tu étais à Lille et pour toi, la parole est à la défense. Dans un premier temps, ouais, c'est sûr que alors c'est Eric Roy qui a souligné que c'était des cadeaux, qu'il y a 3 buts, 3 cadeaux. Alors il y a surtout évidemment avec le pauvre Julien Le Cardinal qui est impliqué sur les 3, qui a vécu une soirée abominable, alors qu'il avait fait un bon match la semaine d'avant à Le Blé contre Strasbourg. Et il y a évidemment ces cadeaux, mais il y a globalement un bloc équipe moins costaud. La ligne 2-3 devant, le pressing était complètement inexistant. Doumbia, Baldé, même Pereira Large, les premiers défenseurs de devant n'ont pas fait le boulot. Les doubles pivots ont écopé comme ils pouvaient. Puis derrière, c'était très compliqué, j'ai trouvé. Ils se sont fait. Alors pourtant, c'était pas un très grand Lille. Hein. J'ai trouvé que ce Lille-là a des fulgurances en début de match. Mais voilà, ouais, j'ai l'impression que la solidité défensive est un peu perdue. Et d'ailleurs, Roy et comme Del Castillo ont dit il faut qu'on retrouve nos vertus de l'année dernière. Justement, David et Alexis, avant de vous demander, on va écouter Eric Roy qui est exactement sur la même longueur d'onde que toi. Tu viens de le dire, Laurent. Ouais, c'est vrai que c'est des scénarios qui se répètent et qui sont un peu fatigants. Et surtout, ce qui me frappe ce soir, c'est qu'encore, je crois que les 3 buts, on les offre à l'adversaire. Malheureusement, on répète inlassablement les mêmes erreurs, et c'est vrai que commencer le match avec 1 ou 2-0, je crois qu'à un moment donné, il faut être un petit peu conscient de ce qu'on fait et qu'on facilite vraiment la tâche de nos adversaires. Ils en ont pas besoin parce que cette équipe de Lille est une très bonne équipe. David, j'imagine que tu es d'accord avec Eric Roy, trop de cadeaux fait qu'on est obligé de perdre derrière. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a fait Julien Cardinal à Lille. Sur le premier but, il n'a pas le droit. Il y a la VAR aujourd'hui. Ceinturé comme ça. Il se fait manger sur le 3e. Ça fait beaucoup de cadeaux. Maintenant, pour revenir à ce qui était de retrouver la solidité de l'an passé, il y avait l'an passé une charnière qui tournait admirablement bien. Chardonnay, Brassier. Le départ de Brassier a quand même énormément impacté le Stade brestois. Bradley Loco était sur une saison exceptionnelle. Force est de constater que même si Aïdara fait
fait lui le boulot quand c'est Amavi, il le fait pas. Donc évidemment que cette défense semble bien plus friable que celle de l'année dernière. Oui, c'est ça le mot, c'est friable. On sent une équipe qui peut prendre un but à tout moment, Alexis. Oui, bah, on l'a vu de toute façon dès les premières minutes du championnat, même si c'était pas exactement la même équipe, puisqu'il n'y a pas eu ce recrutement qui a été tardif. Mais la solidité défensive de l'année dernière, comme dit David, bah, déjà les hommes ont bougé et on la retrouve pas du tout, alors que l'année dernière, c'était sur ça que s'est bâti en premier la saison historique de Brest. Pendant longtemps, c'était l'une des meilleures défenses du championnat. Et il y a que vers la fin du championnat, avec des matchs un peu fous, mais liés aussi à l'enjeu qui commençait à se préciser, où les matchs ont été beaucoup plus ouverts. Mais pendant longtemps, oui, c'était ça la force de cette équipe. Et là, c'est vrai que cette année, on voit que c'est plus difficile à ce niveau-là et ça se ressent dans le résultat. Parce que quand on démarre des matchs menés de 2 buts, comme ce qui se passe régulièrement, c'est sûr que c'est plus compliqué après pour revenir, pour prendre des points et pour gagner, quoi, tout simplement. Donc oui, c'est pas surprenant le classement aujourd'hui, vu voilà l'état de la défense, de la performance défensive de l'équipe. Laurent, tu l'as esquissé un peu, c'est pas seulement le Cardinal, en fait, c'est un collectif qui prend l'eau. Évidemment, l'année dernière, il y avait cette charnière magnifique et cette ligne de défense plus solide que cette année, mais c'est tout le bloc équipe. En tout cas, vendredi, le pressing dont Brest est spécialiste était assez inexistant. Et là, c'est vrai que la défense, c'est vrai que l'année dernière, Brest finit 3e défense de Ligue 1. Là, ils sont 15e en ce moment au niveau des défenses. 26 buts concédés. L'année dernière, ils en ont pris 34 en 34 journées, un par match. Là, on en est à 26 en 14 journées. Donc, en fait, je suis pas très bon en maths, mais il me semble que le ratio est pas bon. Pas du tout. Et voilà, c'est bon, 15e, c'est juste devant le barragiste. C'est vraiment l'axe de travail. Je crois que c'est l'axe de travail de Roy et de son staff. Ils en sont évidemment pleinement conscients. Alors évidemment, il y a cette histoire de blessés. L'équipe est très très clairement amoindrie en ce moment, quoi. Bon, les Pirates n'ont malgré tout pas complètement sombré. Il y a eu la réduction de l'écart d'Ajorc et cette opportunité de revenir à de partout, David. Oui. Alors oui, mais c'est toujours pareil. On est mené pendant on prend un but d'entrée, un ou deux. On fait une mauvaise première demi-heure et derrière on court après le score. Enfin, c'est à chaque fois pareil. Et le match il commence à la première minute, quoi. Alexis, ça fait un peu penser à Monaco. Tu y étais. Encore une belle équipe que tu parviens à faire douter malgré l'écart de 2 buts. Oui, il y avait eu Nice aussi avant, l'entame ratée et la deuxième mi-temps, les Brestois étaient largement supérieurs. Là, je sais pas, Laurent nous dira peut-être mieux vu du stade, mais j'ai senti sur ce match-là, j'avais moins l'impression que Brest pouvait tout renverser à Nice. Le score est très très sévère pour Brest au final. Le nul aurait été mérité et voire peut-être une victoire de Brest vu la deuxième période réalisée. Mais là, à Lille, il y a eu un sursaut, oui, mais je sais pas, j'ai l'impression que même là, c'était un peu moins évident, quoi, que les Lillois, sans être flamboyants, comme disait Laurent, ils avaient quand même la main sur le match et j'ai pas trop imaginé voir Brest revenir complètement dans ce match, encore moins l'emporter. Enfin, après, Laurent, du stade, est-ce que c'était aussi ton point de vue ou pas? Bah, on y a cru 5 minutes. En fait, il y a l'égalisation, c'est un joli but. Alors, c'est Camara, Ajorc. Et puis après, il y a Del Castillo fait une belle ouverture pour Ajorc, là, qui manque de lobé Chevalier. Il est un petit peu ceinturé d'ailleurs, Ajorc, moins que ne le fait le Cardinal sur André. Mais et après, c'est vrai que c'est une occasion du 2-2. Et après, c'est tout. C'est franchement, quand Eric Roy dit on a fait des choses et tout. Ils ont eu un peu plus le ballon. Le problème, c'est qu'après cette occasion, ils prennent le 3e but encore sur une erreur de défense. Et après, il n'y a plus rien. Et même Lille reprend la possession et même Lille est pas loin de marquer le 4e. En fait, il y a eu 5 minutes d'espoir. Alors que franchement, oui, comme tu le disais, contre Nice sur la deuxième mi-temps, Brest avait été très bon et malheureusement n'avait pas marqué. Même contre Monaco, la deuxième mi-temps, ils sont globalement dominateurs tout le long. Ils prennent le but en fin de match, où tout le monde est un peu à l'abordage de la surface adverse. Mais sur la deuxième mi-temps, ils poussent tout au long de la deuxième mi-temps pour égaliser. Et décidément, Brest n'a jamais vraiment réussi à faire le siège du but lillois. Une petite stat transmise par Laurent, seulement 9 petits ballons touchés dans la surface adverse. Ça t'inspire quoi, David, le ballon leur brûler les pieds? Non, mais après Lille, quand ils mènent, ils ont une faculté à avoir la possession et à garder le ballon. C'est pas simple à jouer Lille quand ils mènent. Après, en effet, on en revient au pressing haut que faisaient les Brestois pendant longtemps, qu'ils n'ont pas fait, aux blessés. Lesmelou n'est pas là. Lesmelou, c'est quand même
le joueur le plus impactant de l'équipe sur une saison et demie ou 2 saisons. Oui, ça joue dans l'équilibre de l'équipe, ça joue cette équipe a plus de difficulté à se porter vers l'avant ou au moins à presser haut et forcément quand on presse moins haut, on récupère moins de ballons haut et on est moins présent dans la surface. Laurent, ça t'inquiète cette animation offensive à tonnes? Vendredi, c'était assez inquiétant. En fait, c'est vrai que autant contre Strasbourg, le 4-2-3-1 a bien marché parce que Fèvre a fait une bonne première mi-temps. Pereira Large avait été très bon. Baldé assez percutant. Là, les 3 du 4-2-3-1 ont été complètement inexistants. Dans le double pivot, Camara était pas mal encore. C'est quand même le joueur sur qui on peut compter. Magnetti est beaucoup plus en dedans en ce moment. Il a touché assez peu de ballons. C'est pas trop son. Alors peut-être qu'il se plaît pas dans ce rôle. Hein. C'est pas facile de cette polyvalence de changer tout le temps de système. Mais oui, l'animation offensive. Là, Doumbia était beaucoup trop loin d'Ajorc pour le servir. Alors au début, en première mi-temps, on se disait est-ce que c'est Ajorc qui est un peu cuit, esselé, essoré. Et puis à sa deuxième mi-temps, on voit, il a les cannes, son but il est superbe parce qu'il fait un crochet, on se dit il va se prendre les pinceaux, il va s'en mettre les pinceaux, et puis finalement il arrive à tromper Chevalier, son but est une belle frappe. Après, il avait les cannes, et il pouvait courir jusqu'au bout, lui, il n'avait pas besoin de se préserver, vu qu'il va louper les 2 prochains matchs pour suspension. Allez messieurs, pour clore ce chapitre offensif, on va demander l'avis d'un grand spécialiste. Tisef, toute l'actu du Stade brestois. Il en a marqué des buts, même quand la situation était compliquée avec le Stade brestois. Nolan Roux, pirate de 2009 à 2012, grand artisan de la montée en Ligue 1 notamment, est avec nous. Salut Nolan. Salut à tous. Nolan, d'abord, comment vas-tu et que fais-tu depuis l'arrêt de ta carrière professionnelle à Châteauroux il y a 1 an? Déjà, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que je fais? Très simple. J'ai un peu de temps libre, donc je fais un peu de tout, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et aussi, je continue un peu le foot dans une équipe amateur à côté de chez moi. Et c'est totalement différent, bien sûr, mais je prends du plaisir avec les copains et ça, c'est bien. Tu n'es plus au bord de la mer, tu ne pêches plus comme avant ou... Si, toujours, j'ai jamais arrêté. j'ai eu cette passion à Brest et depuis je l'ai continué. Alors, par rapport au club que j'ai fait, parfois c'était pas en mer, mais je l'ai continué et aujourd'hui je la continue encore. Bon Nolan, on a besoin que tu éclaires notre lanterne du haut de tes 73 buts en Ligue 1. Qu'est-ce que doivent mettre en place les attaquants brestois pour se remettre la tête à l'endroit, du spécifique devant le but à l'entraînement, de la vidéo? C'était quoi, toi, ta recette quand ça allait moins bien devant le but? Un attaquant, parfois, c'est en réussite. Parfois, on marque des buts sans savoir pourquoi et parfois, on rate sans savoir pourquoi non plus. C'est vrai, le pire pour un attaquant, je dirais, c'est d'avoir pas d'occasion dans un match. En avoir et en rater, on s'en veut, ça c'est sûr. Mais on peut travailler pourquoi on l'a raté. Mais de ne pas avoir d'occasion, ça, c'est vraiment frustrant. Alors, moi, j'avais pour habitude, quand j'avais pas d'occasion, déjà de pas trop gamberger parce que ça n'avance à rien. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fin d'entraînement, je travaillais un peu justement les gammes, les reprises de volée, les déplacements, les frappes, mais pas très longtemps, juste une demi-heure, juste histoire en gros, de se sentir bien et de savoir que si l'occasion comme ça en match se présente, on est à 90% sûr de la réussir, même si en face, il y a un gardien qui ne laissera pas passer. Mais c'est vrai, c'est de pas trop gamberger, même si parfois c'est dur. Après un match, de dire qu'on a raté une occasion et que peut-être qu'on a perdu ou on a fait match nul à cause de ça, mais il faut pas. Mais c'est pas facile à dire, mais il faut juste travailler à l'entraînement et justement être serein et avoir l'esprit libéré par rapport à ça. David, tu voyais souvent Nolan faire du rab après l'entraînement? Ah oui, je le voyais à l'entraînement beaucoup, je le voyais en match. Moi, ce que j'appréciais beaucoup chez Nolan, c'est sa capacité à prendre les grands espaces. Quand il jouait à Brest, il jouait dans une équipe qui n'avait pas forcément beaucoup le ballon, mais voilà, il avait une capacité à gérer les grands espaces qui était super importante pour le Stade brestois, qui était plutôt une équipe en Ligue 1 souvent plus dominée que dominante. Il va peut-être pas être d'accord avec moi, mais voilà. Si, c'était carrément ça. Nous, notre objectif à l'époque en Ligue 1, c'était pas de faire le jeu. C'était justement de bien défendre ensemble et dès qu'on récupérait le ballon, de se
projeter vite vers l'avant. Et on savait qu'on avait une capacité à l'époque avec Benoît Le Sommier, avec Bruno Grougy, avec Oscar Evolo, de pouvoir aller vite vers l'avant et de finir nos occasions, même si on n'en avait pas beaucoup. On était assez chirurgical et ça nous a permis justement de gagner des matchs comme ça. Et tiens, justement, j'ai une question pour toi à ce sujet, Nolan. Bonjour l'équipe 100% ISEF, j'espère que vous allez bien. Je m'invite aujourd'hui à votre émission pour poser une voire deux questions à mon ami Nolan Roux. Alors la première serait de savoir pour toi Nolan, quel est ton plus beau but sous les couleurs de Brest? Et la deuxième serait de savoir quel est le but qui t'a donné le plus d'émotion sous les couleurs du club. Voilà, j'espère que tout va bien pour toi. Je t'embrasse mon ami, à bientôt. Et à bientôt l'équipe. Et on remercie Steve et Lana avec qui tu as joué avec Brest et Lille et qui était avec nous avant le match à Barcelone. Alors Nolan, ton plus beau but et celui qui t'a donné le plus d'émotion avec le Stade brestois? D'abord un petit bisou à mon ami Steve. Je l'appelle Steve, c'est pour ça. J'avais posé une question, il m'en pose une, c'est de bonne guerre. Mon plus beau, sans surprise, le Brest-Rennes, la frappe, la fameuse, comme on en parle encore, la fameuse frappe de loin. C'est vrai que celui-là, il était super beau et en plus de ça, super important parce que je revenais d'une blessure. J'avais une fracture de 2 métatarses au pied et c'était mon match de reprise. Donc, celui-là, il est un peu inattendu, surtout qu'on m'avait dit de faire attention aux frappes coup de pied. Au final, je l'ai bien pris ce coup de pied. Après, celui qui a le plus d'émotion, tout but que j'ai marqué, ça apporte une émotion personnelle et au niveau du groupe. Mais je dirais le but contre Tours qui nous lance vers le chemin de la Ligue 1. Donc c'est vrai que celui-là, dans un match où on savait l'attente, mais on était totalement libéré au niveau de l'esprit. Et c'est vrai que ce but, il a procuré beaucoup d'émotions, surtout qu'il a été important à la fin du match. Et surtout, il était magnifique, hein, un missile à 20 mètres en pleine lucarne. Ouais, je m'en rappelle encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai frappé à ce moment-là, parce que je crois que c'est Bruno qui me donne la balle et il la redemande de suite. Et moi, je ne sais pas, je contrôle, je me retourne et je me dis feu et c'est rentré. Moi, je voulais savoir, Noël, on s'est croisés à Barcelone. Évidemment, Barcelone, c'était un match compliqué. Et qu'est-ce que tu penses de cette équipe brestoise, justement, de sa saison passée, extraordinaire, ce parcours en Ligue des Champions avant d'aborder la situation actuelle? Déjà, ce qu'ils font, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, j'ai suivi l'année dernière. Ils ont mérité leur place en Ligue des Champions. Et cette année, ils le prouvent. En Ligue des Champions, ils prouvent qu'ils ont mérité cette place et ils se battent et ils jouent totalement libérés au niveau de l'état d'esprit. Moi, quand je regarde Brest en Ligue des Champions, j'ai l'impression que tous les joueurs sur le terrain ont déjà un grand passé en Ligue des Champions. Ils abordent le match sereinement, ils jouent sans avoir peur. Voilà. Alors après, oui, c'est vrai que Barcelone, c'était un autre calibre. Même si les 10 premières minutes, je pense que Brest aurait pu marquer un but. Après, c'est vrai qu'il y a le championnat. Le championnat, c'est une autre compétition, mais c'est la compétition qui permet d'accéder à ces matchs en Europe. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins performants parce que aussi c'est très dur de faire un match en Ligue des Champions le mardi et de retourner au pain quotidien, comme on appelle ça, le dimanche. C'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Moi, je suis pas inquiet. Ils sont 11e, ils ont 16 points. Même si c'est vrai qu'on attend un peu plus par rapport aussi à ce qu'ils prouvent en Ligue des Champions et par rapport au parcours qu'ils ont fait l'année dernière. Mais ça demande beaucoup d'efforts, ça redemande de la concentration, même si quand on est joueur, on préfère enchaîner les matchs que s'entraîner. Mais c'est vrai que c'est une autre compétition, mais il faut aussi prendre en compte que Brest en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Donc, il faut pas non plus, entre guillemets, je vais pas dire critiquer, mais trop se projeter plus loin que le match prochain. Et là, j'ai vu qu'ils jouent contre Nantes dimanche. Ça va être super important, pardon. Mais avant ça aussi, il y a le match contre le PSV et on peut pas tout mélanger. Donc, moi, je suis pas inquiet. Je regarde des matchs, même si parfois, il manque un petit peu de folie comme ils ont en Ligue des Champions, mais ça va venir petit à petit et la saison est encore longue. Justement, sur la Ligue 1, Nolan, Brest, tu l'as dit, est 11e. Et Saint-Etienne est 16e barragiste, il n'y a que 3 points d'écart entre ces deux équipes. David, Alexis et Laurent, ils disent souvent que depuis le début de la Ligue des Champions, que le match le plus important cette semaine, ce n'est pas le PSV par exemple à Guingamp, mais ça sera Nantes à Le Blé. Est-ce que c'est quelque chose d'audible pour toi en tant qu'ancien joueur de haut niveau, se dire que le prochain match européen, finalement, c'est pas le plus important de la semaine? Pas le plus important. Si, il est important.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir PSV ou il faut choisir Nantes ou il faut choisir les deux. Quand on est joueur, on rentre pas sur un terrain pour faire match nul ou pour perdre. Donc les deux sont super importants, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'au niveau du classement, parce que au niveau du classement, Brest est 11e, mais comme tu l'as précisé, il n'y a pas beaucoup de points. Bon, il y a encore beaucoup d'équipes entre les deux, ça c'est sûr. Il y a encore pas mal de matchs, mais pardon. Mais c'est vrai qu'il est super important parce que Nantes est classé juste en dessous. Ils ont besoin de points. Ils ont besoin de points en championnat, ça c'est sûr. Mais avant ça, il y a un match de Ligue des Champions et tout joueur rêve de jouer un match de Ligue des Champions. Donc on ne peut pas arriver à Guingamp contre le PSV en disant bon alors celui-là on le laisse un peu passer, on fait moins d'efforts, sachant que dimanche il y a Nantes qui se présente. Donc c'est une situation particulière, même si les joueurs en sont conscients que le championnat et ce match de dimanche sera super important, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas faire un choix. Quand on est joueur, on ne peut pas faire un choix en disant allez, on laisse PSV, on se concentre sur Nantes. Parce que si malheureusement il y a une défaite contre le PSV et derrière il y a une défaite contre Nantes, on aura perdu la semaine. Donc c'est une situation assez particulière, mais c'est vrai que le match de dimanche est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? Je suis comme Nolan, le match de dimanche est le plus important, c'est presque un match à 6 points alors qu'on n'est qu'à la 15e journée, parce que Nantes passerait devant s'il a gagné à Leblé, alors que là Brest donnerait vraiment de l'air en gagnant, et finalement il resterait le match de coupe, mais pourrait aborder les fêtes un peu plus sereinement. Mais évidemment, ce match du PSV, on galvaude un joueur professionnel de foot qui a la chance de vivre une aventure de Ligue des Champions, ne galvaude aucun match, ne galvaude pas un match de Ligue des Champions, encore moins devant son public. Donc peut-être que le staff se dit évidemment que le plus important, mais les joueurs quand ils rentrent sur le terrain en roue de roue, ils penseront pas à Nantes. Ça c'est là-dessus, ça c'est clair et net. Je me dis d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose d'avoir ce match de Ligue des Champions là calé entre deux matchs de championnat, avant un match de championnat hyper important, d'avoir ce match-là qui un peu occupe les esprits et permet aussi de passer une semaine plus sereine, peut-être que de penser directement à ce match de Nantes qui est un peu pas un match de la peur parce qu'on est encore très tôt dans le championnat. Mais Nolan, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est pas plus peut-être confortable d'avoir ce match un peu qui va attirer les regards et les attentions plutôt que d'avoir toute une semaine à penser à un match de Ligue 1 qui fait un peu peur? C'est vrai, tu as totalement raison. Le fait d'avoir un match comme ça avant un match important de championnat, ça permet aussi de pouvoir se libérer la tête, de pouvoir moins cogiter. Et puis aussi, c'est une préparation de match. Ça va très vite, les entraînements ils sont moindres, enfin on fait moins d'efforts à l'entraînement et puis on joue devant son public un match de Ligue des Champions, ça permet aussi s'il y a victoire, d'être en confiance. Nantes va regarder sûrement le match. Si Brest joue comme le début en Ligue des Champions et qu'ils arrivent à gagner, Nantes va se dire oh là là, ils vont arriver plein de confiance avant le match et nous on a fait une semaine, on est bien prêt, mais on n'a pas aussi ce côté qui est super important, le fait d'arriver à un match où on a gagné le match en Ligue des Champions. Donc, on est serein, on est plein de motivation. Donc, c'est vrai que tu as raison. Ce match, il est important. Et en tant qu'ancien joueur, je ne pouvais pas rentrer sur un terrain en me disant bon, allez, celui-là, on fait un peu moins d'efforts parce qu'il y a un match 3 jours après. Non, c'est impossible. Et les joueurs ne pensent même pas au match de Nantes. Là, ils sont dans leur préparation de match pour demain. Et demain, ce qui se passe, il y aura le match de Nantes après. Mais quand c'est comme ça, on ne peut pas se projeter plus loin que le match prochain. Moi, ce qui m'interrogeait, c'est comment se fait-il que Brest perde tous ces matchs d'avant les champions et gagne tous ceux d'après où on se dit qu'ils sont peut-être cramés, ils ont donné tellement d'efforts avec un troisième match en une semaine. Et là, Nolan vient de répondre sur la confiance. Alors peut-être a-t-il une explication au fait qu'avant la Ligue des Champions, ils n'y arrivent pas. Alors ça, bonne question. La Ligue des Champions, je l'ai joué. C'est vrai qu'il faut un effectif très large. Ça, c'est clair et net. Je sais qu'ils ont perdu aussi des joueurs super importants. Mais moi, je pense que ça, c'est la fraîcheur mentale. Parce que la fraîcheur physique, avec maintenant les moyens de récupération des joueurs, la fraîcheur physique, elle peut y être. Mais ce qui va compter, c'est la fraîcheur mentale. Il suffit d'un petit déclic, il suffit d'un match gagné, il suffit de plein de choses comme ça pour que ça change du bon côté. Mais ces atouts-là, il faut aller les chercher. Ça tombera pas comme ça du ciel. Et c'est vrai que la motivation aussi, elle est importante. Maintenant, il y a aussi l'aspect qui rentre en jeu, c'est que ce sont des joueurs qui ont… Alors, j'ai pas vu tout l'effectif, mais j'ai pas regardé tout le monde, mais je pense que c'est
tout le monde, c'est leur première fois en Ligue des Champions. Donc, il y a aussi un rythme à prendre. Et on arrive souvent dans ces périodes-là, novembre, décembre, auxquelles on a déjà fait beaucoup de matchs, auxquels physiquement, c'est de plus en plus dur. Donc, ce qui va jouer, c'est la fraîcheur mentale et la confiance. Et justement, la fraîcheur, on en manque un peu à Brest. On va précisément revenir sur ce match face au PSV avec un petit point sur les absences. Il va encore manquer du monde ce mardi, Laurent. Il va manquer ceux qui manquaient à Lille. Il y a juste une incertitude sur Kenny Lala, mais il y a quand même, ce serait une bonne surprise qu'il soit là. Donc, Pierre Lesmelou, je parle même plus de Bradley Locaux, mais Pierre Lesmelou, Soumaïla Koulibaly, Jonas Martin. Et donc, Kenny Lala, si Kenny Lala n'était pas là, est très problématique parce que Luc Zogbe qui a joué vendredi soir sans démériter d'ailleurs, même si au début il a eu un peu de mal face à Fernandez Pardo qui est un sacré joueur. Luc Zogbe n'est pas qualifié en Ligue des Champions, donc il faudra soit placer Fernandez en latéral droit, soit Julien Le Cardinal et titulariser Ndiaye, soit il y a encore une autre option. Je ne sais pas si le SAF y a pensé, mais Massadio Haïdara a fait des matchs à Lens en latéral droit. Ça serait une solution qui permettrait de garder Fernandez au milieu. Alexis, sans Kenny Lala, ça va faire mal sur son côté ? Oui, c'est sûr. On parlait tout à l'heure d'animation offensive, mais d'animation tout court. Là, ça veut dire qu'on serait sans Pierre Lesmelou, sans Kenny Lala. On sait qu'en ce moment, Romain Del Castillo, c'est pas non plus la grande forme. Donc, c'est un peu les trois joueurs sur lesquels s'appuyait le jeu de Brest la saison passée. Et sans eux, forcément, c'est plus la même. Le ballon passe beaucoup par Kenny Lala, qui est souvent le joueur qui impulse le mouvement vers l'avant, ce jeu vers l'avant. Et sans lui, c'est sûr que c'est plus pareil. Et puis, c'est aussi un cadre, un joueur expérimenté. Et voilà, et on se demande un peu quelle sera la solution sans lui. C'est sûr qu'il y a l'option Fernandez qui joue en sélection suisse à ce poste-là, mais avec Brest, il n'a jamais joué là, donc ça sera un peu l'inconnu tout ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être l'absence la plus inquiétante là. On parlait des blessés. Il y a aussi, évidemment, grosse absence, Ludovic Ajor qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes en Ligue des Champions. Et il sera aussi contre Nantes pour la même raison, accumulation de cartons jaunes, mais cette fois-ci en Ligue 1. Donc, sans Ludovic Ajor, en poste d'avant-centre, il y a la solution Mama Baldé qui n'a pas été flamboyant vendredi soir. Ou peut-être l'option Abdallah Sima en pointe, mais ce qui n'a jamais été fait, il me semble, avec Brest cette saison. Tu oublies Salah volontairement ? Salah seul en pointe, j'y crois pas du tout. Quelques mots, Nolan, sur Ludovic Ajor qui sera absent. Toi, tu l'as croisé lorsque tu évoluais à Guingamp et Nîmes et lui à Strasbourg. Quel regard tu portes sur ce joueur ? Est-ce que c'était un bon choix de le faire revenir en France après son expérience allemande à Mayence ? Moi, j'aime bien ce profil. J'aime bien ce profil de joueur parce que malheureusement, on est en train, en Ligue 1, on est en train d'un peu oublier ces joueurs-là. Il me fait penser un peu à Giroud. Pour moi, c'est le même profil. C'est un avant-centre pur qui est capable de se déplacer, mais qui est capable aussi d'aider son équipe à remonter le ballon et à garder le ballon un peu plus vers l'avant. Parce qu'il y a des fois, Brest, ils sont pressés. De pouvoir jouer long sur ce style d'avant-centre, moi j'aime bien parce que ça permet de garder les ballons, ça permet de dévier pour des attaquants qui sont plus rapides sur les côtés. Donc ce type de joueur, moi j'aime beaucoup. En plus de ça, de par sa taille, dès qu'il y a un centre à tout moment, il peut mettre une tête ou quelque chose comme ça. Donc en Ligue 1, malheureusement, on n'a plus trop ce profil de joueur. Pour moi, quand je l'ai vu arriver à Brest, je me suis dit que c'était une bonne pioche parce que même physiquement, il pèse sur les défenseurs. Alors oui, c'est vrai que son jeu lui amène à recevoir des cartons jaunes parce qu'il a beaucoup de duels à la tête, il a beaucoup de luttes à faire devant. Donc c'est vrai que là, le fait qu'il soit suspendu, pour moi, c'est un point négatif pour le Stade brestois. Est-ce que selon toi, Brest gagne au change par rapport à Steve Mounier qui joue très peu lui en Allemagne ? Il a toujours pas marqué. Pour moi, c'est un peu les mêmes profils. Steve de la tête est monstrueux.
Ludo aussi. Donc pour moi, c'est des avant-centres de surface de réparation. Dès qu'il y a un centre, dès qu'il y a un ballon qui traîne, ils sont capables de marquer à tout moment. Et ça, quand on joue avec une personne comme ça devant, quand on est dans son équipe, ça soulage parce qu'il permet de garder des ballons, il cale des ballons, le bloc peut remonter. Donc il y a rien de spectaculaire. Il va pas dribbler 4 joueurs. Mais c'est pas son style de jeu, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être solide devant et de conclure la moindre demi-occasion. Et moi, pour avoir joué, avec des joueurs un peu similaires, eh ben, ça fait du bien quand on est un peu acculé, mais qu'on mène au score ou qu'on est à égalité, de pouvoir donner ce ballon à ce style de joueur qui permet de le garder et trouver des décalages. Eh ben, quand on est dans une équipe, ça fait du bien. Noël, toi, le coach joue en 4-2-3 avec une ligne de 3 derrière Ajorc seul. Ouais. Tu préfères quel mais on sait que son système préférentiel, c'est le 4-3-3. Toi, tu trouves Brest le plus efficace dans quel système? Ça, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, aujourd'hui, en Ligue 1, les systèmes, pour chaque équipe, ils changent très souvent parce que suivant d'un match à l'autre, suivant quelle équipe ils affrontent. Moi, j'aime bien ce système-là, le premier que tu as cité, parce que justement, Ajorc peut garder les ballons et remiser sur des joueurs qui arrivent lancés, aussi les dévier. Je l'ai vu à Barcelone, le jeu, de temps en temps, quand il pouvait pas sortir le ballon, il le trouvait assez rapidement et il essayait de dévier pour ceux qui vont le plus vite sur les côtés. Donc, des fois, ça permet d'obtenir des situations de but auxquelles on s'y attend pas. Des fois, on dit un dégagement, c'est dégagé, bon, tant pis. Puis au final, ça peut faire une occasion. Donc, moi, ce système de jeu, je l'aime bien. Après, c'est vrai que par moment, il n'y a pas beaucoup d'occasions parce que c'est un peu cadenassé. Et moi, je l'ai bien vu à Barcelone. Ludo a été pris de tous les côtés parce qu'il savait que c'était une force pour le Stade brestois de pouvoir jouer rapidement sur lui. Allez, quelques mots du PSV, messieurs, avec une armada offensive, oui, je le dis. Stade brestois, Coupe d'Europe! Stade brestois, Coupe d'Europe! Stade brestois, Coupe d'Europe! 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois. 6e match de Ligue des Champions, donc nos Brestois 11e avec 10 points reçoivent donc le PSV, 18e avec 8 points. Le PSV qui a notamment tenu en échec le PSG, qui a battu le Shakhtar et Gérone. Et dans cette équipe qui est championne des Pays-Bas, on connaît quelques bons attaquants que tu connais évidemment, Nolan. Le Mexicain Irving Lozano, revenu au club après 4 saisons à Naples. Le Croate Perisic, passé par l'Inter, le Bayern ou encore Tottenham. Luc de Jong, international néerlandais, passé par le Barça et Séville. Il a marqué 38 buts la saison dernière. Et l'homme en forme, c'est un jeune Américain qui s'appelle Ricardo Pepi, 10 buts en 14 matchs de championnat. Il y a de quoi trembler un peu, Nolan, là. Là, les noms que tu as cités, c'est vrai qu'il y a une armada offensive assez importante, mais ça c'est normal dans un club comme le PSV. C'est sûr qu'offensivement ils ont toujours été performants. C'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui va vite vers l'avant. C'est aussi une équipe qui permet de découvrir de jeunes talents. Donc c'est clair que oui, offensivement, je suis pas surpris de leur capacité à évoluer rapidement et à marquer des buts. Mais dans le classement de la Ligue des Champions, ils sont en dessous Brest et je dirais entre guillemets, ils vont les craindre parce que moi, les matchs que j'ai vus au Roudourou, Brest jouer, ils sont totalement libérés, ils se sont apprivoisés ce stade parce que c'est pas facile qu'aussi quand on joue dans un stade qui est pas le nôtre. Donc moi, ce match-là, je vais pas dire que PSV a une plus grosse capacité à gagner parce que c'est un match de foot, même si c'est vrai qu'offensivement, c'est assez important. Mais moi, sur ce match-là, je suis pas surpris que Brest, justement, mette le tempo, mette le rythme et leur fasse peur. Dans cette armada, tu as oublié aussi jeune Johan Bakayoko, international belge, latéral droit, ailier droit, qui a une force de percussion. Vaut mieux pas avoir Jordan Amavi en face, en fait. Et ouais, c'est le PSV. C'est la meilleure attaque européenne en ce moment. Ils ont mis 6-1 vendredi à Twente. Alors, je sais pas ce que vaut Twente, je suis pas spécialiste du foot néerlandais, mais il colle 6 buts quand même. Et tu parlais de Jong, notre collègue Victor a travaillé sur lui et à 34 ans, ça reste un joueur exceptionnel et très fort dans le domaine aérien. Alors, il va falloir être fort là et tueur dans la surface et en plus formidable passeur. Donc, mais un défi énorme, mais comme le Bayer Leverkusen l'était. Donc, on verra pour nos Tisef
Impossible n'est pas brestois, on dit. Hein. C'est clair. Exactement. David, avec une victoire, Brest n'aura plus un pied et 4 orteils en barrage, mais bien les 2 pieds, on est d'accord? On est d'accord. Maintenant, il va falloir la trouver. Alors, la victoire, moi, j'y crois un peu plus contre Donetsk que contre le PSV, hein, pour ne rien vous cacher. Parce que le PSV, comme on vient de citer, parce que le poids des absences, parce que dans le poids des absences, ailleurs notamment, où en effet, quel schéma offensif on pourra mettre en place, je m'interroge. Je ne doute pas des solutions qui peuvent être trouvées pour y pallier, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Nolan, est-ce que tu as gardé, pour clore ce chapitre, est-ce que tu as gardé quelques contacts avec le Finistère et notamment ton ex-coéquipier qui est aujourd'hui sur le banc, Bruno Grougy? Ah, bien sûr, bien sûr, Bruno, oui, toujours. Mais depuis que je suis parti de Brest, on est toujours resté en contact. On s'est toujours vu. Je l'ai vu passer entraîneur. Pas surpris, parce que déjà quand moi je jouais, il avait cette fibre-là d'essayer d'apprendre et d'essayer de transmettre. Donc je suis pas surpris qu'il soit passé entraîneur. Je l'ai revu avant le match contre Barcelone et pour la petite anecdote, je l'ai vu rentrer sur la pelouse et puis regarder la pelouse et dans ma tête, je me suis dit là, il a envie de jouer. Et quand il est revenu, donc on s'est salué, on a discuté. La première question, j'ai dit t'aurais bien aimé jouer. Là, il m'a dit oh là, je tremble, j'ai trop envie de jouer. donc oui, on a passé des super moments. Ben, vous savez, avec ce qu'on a vécu avec Brest, la saison de la montée et la saison aussi du maintien l'année d'après, on est resté un peu le même groupe et aujourd'hui, on est toujours en contact avec ce qu'on a vécu, ce qui est normal. On m'a toujours dit qu'une montée dans la tête, ça s'oublie pas et on se rappelle de chaque moment avec chaque joueur. Et moi, quand je reviens à Brest, je suis revenu voir quelques matchs et quand je reviens, je me souviens de tous mes buts, je me souviens de où j'étais positionné quand j'ai marqué, je me souviens de tout. Donc c'est vrai que c'est des saisons qui marquent et de ce fait, de temps en temps, avec les anciens, on en reparle aussi. On a toujours un peu les mêmes anecdotes. J'ai gardé des contacts avec Bruno, j'ai gardé des contacts avec Oscar, avec Steve, avec plein d'autres, et aussi avec Greg Lorenzi. Et puis moi, j'ai vu aussi le staff médical, maintenant où il y a Yvan Bourgis aussi qui est dedans avec lequel j'ai joué. J'ai revu le doc, j'ai revu tout le monde. Donc tout ça fait repenser aux belles années et on est toujours content de savoir au téléphone et de se croiser. Donc Nolan, tu suis maintenant beaucoup plus le foot que quand tu jouais, parce que je crois que tu ne suivais pas beaucoup les adversaires à l'époque. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, en fait, je m'y intéresse un petit peu plus qu'avant, parce qu'avant, ça prenait tout mon temps et à 100% à chaque entraînement et à chaque match. Mais c'est vrai que quand je rentrais à la maison, je n'avais pas besoin de regarder de matchs de foot. Aujourd'hui, je regarde un peu plus, même si ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Pendant au moins 5-6 mois, je ne regardais pas parce que je prenais pas de plaisir à regarder un match. Je trouvais ça pas plaisant, entre guillemets. Je préférais être sur un terrain. Maintenant, je regarde un petit peu plus parce que je regarde surtout les équipes dans lesquelles j'ai évolué, les équipes dans lesquelles j'ai pris du plaisir. Et puis, c'est vrai que Brest qui joue en Ligue des Champions, je peux pas ne pas regarder parce que je me dis alors on me dit tu as contribué à ça, je dis oh non, pas du tout, moi c'est 10 ans en arrière, j'ai pas contribué à ça du tout, c'est ceux qui ont contribué, c'est ceux qui sont depuis le début et ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais je regarde parce que jamais on m'aurait dit ça il y a 10 ans, Brest va jouer contre l'FC Barcelone, va être en Ligue des Champions et aussi va être à ce niveau-là du classement. Bon, je n'aurais pas signé, j'aurais souhaité, mais pas signé. Donc c'est vrai que tout ça, c'est fabuleux. Et du coup, je suis un petit peu plus, oui. Bon, Nolan, c'est la tradition ici. Tout le monde pronostique. Ton ami Steve Elana avait vu d'ailleurs les Tizef accrocher le Barça. Bon, ça lui a pas trop souri. À quel match tu t'attends contre le PSV? Donne-nous un score. Alors, je suis mauvais en pronostic parce que j'avais annoncé le 1-0 de Brest à Barcelone. Bon, c'était pas ça non plus, je me suis trompé. Je suis de nature trop positive peut-être. Moi, je dirais à Brest, le PSV, oui, c'est costaud, il manque des absents à Brest, mais bon, c'est un match de Ligue des Champions, il n'y a personne qui peut le jouer à 80%. Donc moi, je dirais pour le coup un 0-0. Oh oui, joli. Contre le PSV. Oui, je dirais un 0-0 parce que même s'ils ont une grosse armada, même s'il manque du monde, je pense que Brest, avec son jeu et avec son état d'esprit d'équipe, surtout, peut accrocher le match nul. Et contre Nantes à domicile, oui, là, il faut une victoire, ça c'est clair, même si c'est jamais facile. Mais je pense qu'un 2-0 sera le bienvenu. Bon, Alexis, tu seras au match, donc pas de défaite là.
Ouais, j'espère continuer la série. Moi, je vois aussi un match nul, mais peut-être un partout. Ouais, c'est vrai que le PSV, c'est une grosse équipe, mais contre le Shakhtar, ils étaient menés 2-0, ils s'en sortent en toute fin de match, une fois que le Shakhtar était réduit à 10, donc pourquoi pas, même s'il y aura beaucoup de blessés à Brest. Donc, allez, 1-1. Et moi, je suis comme toi d'ailleurs. Laurent? D'habitude, je suis optimiste. Tu vois, j'avais dit 2-2 face à Barça. Là, je vais être réaliste. Malheureusement, je vais dire 3-1 pour le PSV et j'espère être heureux de m'être trompé. Et David? Alors, 1-2, mais c'est pas grave. On ira chercher la qualif à Donetsk et on battra Nantes dans la foulée. Donc voilà, c'est pas rien d'alarmant. Et pour toi, c'est un bon scénario, ça aussi. On vous a posé la question, amis supporters sur Facebook. Fanchemé et Noël Barazer voient, eux, une victoire pirate. 3-2, 100% ISEF, c'est fini. Grand merci, Nolan Roux, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et ton après-carrière pro? Du plaisir, de la joie de vivre et le Stade Brestois qui remonte au classement et qui prouve son classement aussi en Ligue des Champions. Bon, on se rappelle bientôt, Nolan, on aura encore plein de choses à se raconter, peut-être avant le Real ou d'autres réjouissances en Ligue des Champions. Avec plaisir, n'hésitez pas. Ça serait super. Salut David Guézenec. Allez, à bientôt. Salut Laurent Frétinier. Salut Tom et merci beaucoup Nolan, c'était génial. Merci Nolan. Merci à vous. À plus Alexis Xaja. Salut tout le monde, à plus. On se retrouve donc lundi prochain, car vous le savez, maintenant 100% ISEF, c'est tous les lundis. On débriefera la réception du FC Nantes dimanche. D'ici là, bonne semaine et bon match.